L'Afrique du Sud a fait la preuve de sa capacité à pouvoir organiser une compétition sportive internationale. Aucun attentat, aucune manifestation violente ne sont venus entacher ce grand événement sportif. Néanmoins, je dirais que c'est une victoire à la Pyrrhus, car le coût pour l'Afrique du Sud de l'organisation de cette Coupe du Monde de football est estimé autour de 3,3 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près 1,4-1,5% du PNB du pays. Et la plupart des municipalités ne seront pas en mesure d'assumer les frais d'entretien des infrastructures construites. À titre d'exemple, le grand stade près de Johannesburg, qui a été réaménagé pour la Coupe du Monde, le Saucer City, a une capacité d'accueil de 94 000 places, c'est-à-dire supérieure à notre stade de France. Enfin, sur le plan politique, il est regrettable de noter qu'une grande partie des contrats publics liés à l'organisation de cette Coupe du Monde ont fait l'objet de malversations, de corruption ou encore de détournement de fonds publics. L'Afrique du Sud, je dirais, est une puissance paradoxale et même à certains égards un peu déconcertante. En effet, l'Afrique du Sud a besoin de l'Occident. L'Union européenne, les États-Unis figurent parmi les premiers investisseurs et les premiers partenaires commerciaux du pays. De même, l'Afrique du Sud se rapproche de nos standards démocratiques. L'Afrique du Sud est une démocratie, parfois c'est vrai qui n'est pas toujours exemplaire, mais nous avons une presse qui est libre, des syndicats qui sont puissants et représentatifs, des caricaturistes, je pense notamment à Zapiro, qui parfois sont très féroces envers le pouvoir. Pourtant, l'Afrique du Sud, c'est vrai, a une politique étrangère qui très souvent critique, voire vilipende le monde occidental. Alors pour bien le comprendre, il faut avoir à l'esprit que la diplomatie sud-africaine reste imprégnée par l'idéologie de l'ANC. L'idée à partir de 1994, défendue par Nelson Mandela puis Thabo Mbeki, a été d'aider, de récompenser, de soutenir tous les États, les gouvernements, les mouvements politiques qui avaient contribué au combat du peuple noir. D'où les relations assez étroites entretenues entre l'Afrique du Sud et Cuba, entre l'Afrique du Sud et la Libye, la Syrie ou encore bien sûr le Zimbabwe. Il est à relever par exemple que lors de l'investiture du président Zuma, l'an dernier, le colonel Kadhafi était présent, tout comme Robert Mugabe, et le premier voyage de Nelson Mandela après sa libération en dehors du continent africain a été à Cuba. Alors, je pense qu'après cette Coupe du Monde de football, le président Zuma devra clarifier véritablement les axes de cette diplomatie. L'Afrique du Sud ne peut pas prétendre être une grande puissance, être membre du G20, et en même temps refuser un visa pour le Dalai Lama, ou encore ne pas condamner la répression menée par la junte birmane, notamment en septembre 2008. En premier lieu, il convient d'avoir à l'esprit l'ampleur de la violence en Afrique du Sud. Quelques chiffres, chaque année, sont à déplorer. Depuis 1990, 20 000 meurtres et assassinats. À titre de comparaison, aux États-Unis, alors que la population est 6 fois supérieure, on déplore à peu près 17 000 meurtres et assassinats chaque année. Le nombre de viols, en tout cas les plaintes déposées, est effroyable, à peu près 70 000 par an. Alors cette violence, c'est triste à souligner, c'est vrai, elle s'est surtout développée, a pris de l'ampleur après la fin de l'apartheid. Alors quels sont les facteurs explicatifs? Bon, premier élément, il y a un nombre très élevé d'armes à feu en circulation, car la plupart des pays limitrophes, voisins de l'Afrique du Sud, comme l'Angola, le Mozambique, la Rhodésie du Sud, devenue le Zimbabwe, ont connu des guerres de décolonisation extrêmement longues. Ces armes ensuite ont été revendues en Afrique du Sud. Deuxième explication, l'Afrique du Sud elle-même a été le théâtre de conflits très violents. Je pense notamment à la province du KwaZulu-Natal, qui a été le théâtre d'affrontements entre les Zoulous et puis l'ANC durant les années 1990-1995. Troisième point important, c'est vrai qu'il y a un nombre d'étrangers, d'immigrants clandestins en Afrique du Sud relativement important. Bon, le chiffre par définition est très difficile à évaluer, entre 4 et 6 millions de personnes immigrées clandestines. Et malheureusement, ces personnes, très souvent, n'ont pas d'autre choix pour survivre que de se livrer à des actes délictuels assez violents. Mais j'ajouterai comme facteur explicatif d'autres points qui sont tout aussi importants. D'abord,
dans les premières années de démocratie, la justice a fait preuve d'une certaine clémence au nom de la réconciliation nationale, mais surtout la police est corrompue. Elle est corrompue car les agents sont faiblement rémunérés, elle est corrompue parce qu'un recrutement massif a été effectué et souvent ces agents de police vivent dans les mêmes townships que les personnes qu'ils sont censés arrêter. Alors la violence est, c'est vrai, l'une des préoccupations principales des Sud-Africains avec évidemment la crise économique. Alors pour terminer, je dirais simplement que après cette Coupe du Monde de football, l'avenir de l'Afrique du Sud, on peut le voir de deux manières. Soit une évolution positive, je dirais un peu comme le Brésil, c'est-à-dire une société qui devient de plus en plus métissée et où les inégalités économiques et financières se résorbent lentement, mais se résorbent néanmoins. L'autre hypothèse consiste à penser que, à cause de la crise économique, à cause, c'est vrai, des tensions raciales, eh bien l'évolution de l'Afrique du Sud sera plutôt proche de celle du Zimbabwe, c'est-à-dire un pouvoir qui devient autocratique et une élite essentiellement aujourd'hui européenne qui choisit malheureusement de partir.